enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour chers amis internautes, bon réveil dominical avec l'invité. Ce jour, pour l'invité, je reçois pour vous, chers amis internautes, Christian Da Silva. Il est ancien directeur général adjoint de Bénin Télécom. Il est senior consultant en télécom et digitalisation. Il est président de l'Union de la grande famille Da Silva du Bénin et d'ailleurs. Il est vice-président et président par intérim de l'AIPDP, entendez Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, dont le siège est à Montréal. Bonjour à vous, Christian Da Silva. Bonjour monsieur le journaliste. Alors chers amis internautes, il est dans nos studios ce jour pour nous faire comprendre pourquoi le président Patrice Talon est un incompris de certains de ses concitoyens. Alors d'entrée de jeu, Christian Da Silva, avant que nous parlons du sujet qui nous réunit ce matin, vous êtes ancien directeur général de Bénin Télécom SA. Rappelez-nous quel est l'intérêt de la liquidation de Bénin Télécom? Alors, Bénin Télécom Infrastructure, pour avoir la précision, et l'autre Bénin Télécom Service, sont donc deux sociétés différentes de l'ancienne Office des postes et télécommunications. C'est une office qui, quoique opérateur national des infrastructures du Bénin, a essuyé un certain nombre de déficits au niveau donc de la gestion antérieure de cet opérateur national des télécommunications. Il était normal de faire un audit, il était normal de restructurer un peu l'ensemble de ces structures-là pour que, sur une base de plan d'action et de stratégie par rapport au programme d'action du gouvernement, mais aussi par rapport à tout ce qui avait été fait jusque-là, de pouvoir réorienter un peu les besoins et conduire cette société à une liquidation. Parce que quand on liquide, c'est qu'on repart sur de nouvelles bases. Et c'est ce qui est fait, ce qui est en train de pouvoir se mettre en place. Alors, Christian Da Silva, en tant que citoyen, lorsque vous rentrez au sein de la famille Da Silva et qu'on vous interpelle pour dire, en tant que ancien directeur général adjoint d'une structure étatique, en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la vie politique nationale, en tant que citoyen béninois, quel regard portez-vous sur la gouvernance du régime installé depuis avril 2016 à ce jour? Alors, en tant que citoyen, comme j'aime bien le dire, Landa est totalement neutre de tous bords. Alors, je crois que c'est assez remarquable. Des réformes ont été faites, que ce soit des réformes d'ordre structurel, institutionnel, et également des actions se sont opérées depuis avril 2016. C'est vrai, en matière d'infrastructure, c'est vrai, en matière de digitalisation et de matérialisation, de la dématérialisation des services, ou encore dans nombreux de domaines, des actions sont faites et qui concordent avec le programme d'action du gouvernement. Ça, c'est un fait, c'est vrai, c'est visible. N'empêche que
pour tout perfectionniste, on veut encore beaucoup plus. Donc, comme j'aime bien le dire, le béninois de Tchoumi Tchoumi ou le béninois de la plus basse classe sociale voudrait encore plus. Donc, c'est de ça il s'agit, c'est de ces différentes sollicitudes qui sont donc aujourd'hui parfaitement humaines. Ça relève donc de l'homme, grand H, qui veut toujours avoir le maximum de bien-être pour lui, le maximum de joie de vivre. Et donc, forcément, par rapport à des insuffisances, quelquefois rejette un peu l'action gouvernementale ou qui se fait dans sa société pour pouvoir porter un regard critique, ainsi de suite. Porter un regard critique, ainsi de suite. Vous avez parlé de réformes structurelles tout à l'heure. Dans l'administration béninoise, il y a eu des réformes qui ont été opérées. En tant que cadre de l'administration publique, quel regard portez-vous sur ces différentes réformes qui ont été opérées pour plus de performance et d'efficience? Alors, moi, je ne rentre pas dans le détail des réformes, mais je rentre dans la transformation après ces réformes-là. Aujourd'hui, il est vraiment aisé de constater que l'autorité de l'État est restaurée. C'est-à-dire que quand vous êtes dans, je dirais, vos droits, vous savez comment vous y parviendrez. Et aujourd'hui, comme je le dis, de façon législative ou de façon administrative, donc tout concourt à pouvoir vous permettre donc de rentrer en possession de vos droits. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il est quand même difficile de parler de corruption ou de parler de, je dirais, d'autoritarisme en matière donc de droits du citoyen. Alors, partant de là, je crois que il y a une certaine discipline professionnelle qui s'établit progressivement et que là-dessus, ça annonce quand même, je pense, une nouvelle image du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin est plus apprécié dans sa globalité, que ce soit à l'extérieur de ce qu'on transmettait avant comme image du Bénin, du Béninois. On est en train de corriger un peu cette image-là, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire, comme vous le dites tout à l'heure. Vous avez parlé qu'on ne parle plus de corruption, qu'on ne parle plus d'autoritarisme, de mauvaise gouvernance et tout. Mais dites-nous, pourquoi malgré cela, malgré les infrastructures et tout, le chef de l'État a comme l'impression d'être incompris par certains de ses concitoyens? Alors, moi je crois que d'abord fondamentalement, c'est normal parce que, je l'ai dit, on ne peut pas faire que des personnes, on ne peut pas avoir tout le monde à son actif parce que forcément les besoins sont différents. Alors, j'aime bien prendre cet exemple-là du président Rawlings. Le président Rawlings, quand il a commencé, il a dérangé, il a beaucoup dérangé au Ghana. Il est même allé jusqu'à passer de certaines personnes au poteau, les fusiller publiquement. Mais aujourd'hui, après cela, quand on regarde le Ghana et quand on regarde l'individu, l'homme, Jerry Rawlings, je crois que tous les Ghanéens l'applaudissent partout où il passe, que ce soit au Ghana ou ailleurs, donc les Africains en général. Alors, cela voudrait dire quoi? Que dans la gouvernance que tout homme d'État doit mettre en place, il faut que également qu'il y ait un côté objectif, un côté réalisation, un côté je dirais, bien-être pour le citoyen. Je prends un exemple, c'est-à-dire que quand on a commencé au départ ici avec l'ancien préfet Toboula, on avait commencé par casser partout
c'est clair que tous les Béninois, à l'unanimité, ont dit « Ah, mais non, on n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de faire ci, de faire ça. » On n'a pas de libération des espaces publics. Exactement. Donc, du coup, c'est clair que le président Talon ou Tobula n'avait pas la côte à cet instant. Mais dès lors qu'on a vu qu'en libérant l'espace, on avait une autre image de la ville de Cotonou, on avait, je dirais, fermé toutes ces poches d'insécurité avec tout ce qui se passait à travers donc, tous ces encombrements, et qu'aujourd'hui, avec l'asphaltage, on trouve qu'on circule facilement, que ça crée également, comme le disait le ministre des Finances, je pense, des petits commerces, des activités florissantes à travers tout cela. On se dit, ah mais oui, il fallait voir au-delà de cela, au-delà de ce mal-là. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est normal que une certaine catégorie de personnes ne soit pas d'accord avec ce que fait le chef de l'État. Mais je pense également en même temps qu'en tant que chef de l'État, il pourra voir comment assouplir certaines choses pour que, je dirais, rapidement, certaines corrections soient faites dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, avant de revenir à ces corrections-là dont vous évoquez tout à l'heure, lorsque nous prenons par exemple certaines populations, lorsqu'on laisse les politiques, elles vous diront par exemple que c'est bien, il fait les routes, mais on ne va pas manger les routes. Qu'est-ce que vous répondre à cela? Alors, c'est normal encore. Est-ce que ces populations ne comprennent pas l'intérêt qu'apportent ces routes-là dans le développement économique ou carrément il y a autre chose qui dérange? Alors, moi, j'assimile cela à un chef de famille qui est chez lui et qui est un peu trop rigoureux avec sa famille, avec ses enfants. C'est-à-dire, il ne tolère pas, par exemple, qu'un enfant se lève à 8 h ou à 9 h, même si c'est un samedi ou un dimanche. Il trouve qu'il devait se lever à 7 h, nettoyer sa chambre, ranger ses vêtements, faire sa lessive, préparer sa journée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de la méthode. Aujourd'hui, c'est clair que ceux-là qui pensent que l'asphaltage et tout cela, ça ne remplit pas le panier de leur ménagère, d'accord, ils ont sûrement raison. Mais en regardant la chose plutôt de façon, je dirais, visionnaire, ils doivent pouvoir se dire que l'asphaltage, crée certains services par derrière, puisque ça permet une accessibilité de la zone. Ensuite, ça permet en matière de logistique et de transport, donc de pouvoir développer des activités, puisque certaines régions qui étaient pratiquement non accessibles aujourd'hui sont accessibles. Aujourd'hui, quand vous voulez traverser Cotonou, vous avez plusieurs circuits que vous pouvez emprunter et arriver rapidement à destination. Alors, à côté de cela, des propriétaires de maisons ou autres vendent beaucoup plus leurs biens aujourd'hui parce que, voilà, nous sommes dans Zongo ou nous sommes à Djonké, la voie passe, les infrastructures de télécommunications, d'électricité et d'eau sont installées, sécurisées et tout. Nous ne sommes plus dans des zones à poche d'eau inondables. Alors donc, moi, c'est ce que j'appelle le développement transversal, qu'il soit horizontal ou vertical. Et ça, les retombées sont forcément sur le cadre de vie. Et ceux qui habitent ce cadre de vie, ce sont les populations. Donc, à ceux-là, peut-être qui se disent que qu'est-ce que ça m'apporte, je dirais plutôt de pouvoir transformer ces faiblesses ou alors ces faiblesses-là en opportunités, en force. Alors, il suffirait tout simplement pour quelqu'un de pouvoir se dire, dans le cadre de vie où je vis, comment je peux être encore utile parce que voilà ce dont je dispose et qui me permet de pouvoir
réfléchir autrement et de faire quelque chose d'autre. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, vous le dites en tant qu'intellectuel. Mais comment expliquer à la jeune dame qui n'a pas fait de grandes études ou au jeune garçon qui n'a pas pu franchir peut-être le cap du collège, par exemple, qui a aujourd'hui 22 ans, comment le fait comprendre que la route qui est en train d'être construite aujourd'hui permet quand même de contribuer au développement économique du pays? Alors, est-ce qu'il y a un déficit de communication au niveau du régime en place lui-même, ou bien est-ce que le champ politique est si libre que l'opposition peut-être en profite, ou bien carrément c'est au niveau des populations qu'il y a quand même un travail à faire beaucoup plus psychologique? Alors, moi, je vais vous donner une image du procès. C'est clair qu'il y a un problème de communication, ça c'est évident, parce que vous ne venez pas faire quelque chose dans un secteur sans prendre contact avec les populations locales. Je donne un exemple très simple. Quand il s'agissait donc de construire la fibre optique, je dirais, et de traverser tout le pays avec le projet donc, PDI-DT, qui était le programme de développement des infrastructures de télécommunications, alors il y a eu d'abord une étude sociologique. Donc, il fallait se déplacer, aller dans les différentes localités, discuter avec les autorités locales, approcher les populations, leur expliquer le bien fondé pour que, par exemple, si on doit creuser des tranchées qui vont passer, même, je dirais, à côté des domaines publics ou privés, ou même traverser des maisons parce qu'il fallait faire cela, donc cela s'est fait. Et au départ, c'est clair, nous n'avons pas été accueillis, mais avec la communication, avec ce que cela pouvait générer après comme service, mettre de l'Internet à disposition, pouvoir avoir du haut débit, expliquer qu'à partir de là, l'agriculture ou le paysan pourrait peut-être vendre mieux ses récoltes, le produit de ses récoltes, ainsi de suite. Les gens ont compris, les gens ont pu mieux accepter la chose. Alors, c'est de la même chose, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait l'asphaltage, d'accord, mais au-delà de l'asphaltage, il y a des retours, il y a vraiment des services qui vont être développés. Alors, ne restons pas figés sur, je dirais, ce qui se fait parce que c'est une action, je dirais, assez forte qui dérange, qui perturbe les habitudes, mais restons plutôt, premièrement, comme je le dis, en tant qu'autorité dans la communication, donc avec les bénéficiaires, ceux qui sont là, ceux qui en profitent, et également restons aussi dans l'après-asphaltage, parce que, d'accord, on a fait des routes, mais on trouve qu'en faisant les routes, on pouvait améliorer. Mais c'est vrai que j'ai noté dans certaines localités cet aspect de la chose, c'est-à-dire, on a confié l'asphaltage, par exemple, à des entreprises privées. Et on leur a demandé, par exemple, de rénover des écoles, de rénover des collèges, et ça a été fait. Donc moi, j'ai apprécié ce côté-là, que j'appelle transversal, qui a permis, au-delà de mettre en place des infrastructures routières, de développer aussi des activités, de pouvoir assainir un tout petit peu l'environnement cadre de vie. Donc pour moi, c'est un peu cela, parce que pour répondre maintenant à votre question, c'est quoi? Oui, pourquoi? L'homme... Malgré tous ces efforts, oui. il y a toujours des commentaires qui ne sont pas de nature à quand même reconnaître un peu ce qui est fait. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'image du pays qui quand même a retrouvé ses lettres de noblesse à l'échelle internationale. Mais pourquoi, malgré cela, les performances économiques et tout, il y en a qui estiment qu'ils ne le sentent pas véritablement? Alors, c'est pour ça que je dis que ça relève un peu de la culture de l'homme, au fait. Il faut vous dire qu'on vient de très loin. C'est-à-dire que historiquement, on a été d'abord un pays socialiste, marxiste-léniniste, voilà. Et aujourd'hui, c'est la démocratie, d'accord, mais c'est également les grandes réformes et tout cela. Alors,
Je prends un exemple, c'est normal. Vous avez par exemple des sociétés qui ont été obligées d'être liquidées ou des institutions qui ont été obligées de diminuer donc l'effectif du personnel. À chaud, c'est clair que ça a dérangé parce que vous avez des gens qui, à partir d'un certain âge, ne pouvaient plus aller donc être agents permanents de l'État ou d'une structure privée quelque part, tout simplement parce que, bon voilà, ils ne répondent plus aux critères. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui, au fait, ont décidé de se transformer parce qu'ils se sont dit, mais écoutez, je n'attends plus rien de l'État, qu'est-ce que moi-même je peux faire dans mon environnement pour pouvoir donc faire face à mes charges. Donc, il y a ce côté-là, au fait, que moi je dis aujourd'hui, qui doit être un tout petit peu, je dirais, perçu. Parce que certains, par exemple, sont contents de n'être plus agents permanents de l'État aujourd'hui. C'est vrai, vous me direz que c'est un très petit pourcentage et que, bon, ça ne fait pas la masse. Mais je voudrais dire que il est possible de pouvoir trouver dans ces grands changements également des moyens pour pouvoir avoir l'adhésion, avoir le consentement de toutes ces personnes-là. Ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas un effet de jour au lendemain. Mais je dirais, dans les politiques d'accompagnement, je dirais, de l'État, aujourd'hui, vous verrez, quand vous discutez avec les gens, vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, mais aujourd'hui, on n'a plus accès au crédit. » Il y a des gens qui vous disent que l'État gagnerait, le gouvernement central gagnerait à développer la politique du microcrédit, donc aux pauvres, ainsi de suite, et autres, pour qu'ils développent des activités. Et je pense que nous pouvons regarder également de ce côté-là pour que des choses se fassent, pour que des personnes puissent être, je dirais, accompagnées. Moi, chaque jour, je découvre des génies, des gens qui ont des choses à revendre, mais qui n'ont aucun moyen. Alors, là, je ne m'adresse plus à l'État central forcément, mais je m'adresse aux personnes de bonne volonté, des gens qui sont là et qui veulent aider tout simplement parce qu'ils n'ont pas une coloration politique, ils ont plutôt une coloration humanitaire. Je dirais que nous gagnerons à pouvoir mettre en place des structures pour que ces choses-là, ces personnes-là puissent développer leur activité, puissent s'en sortir. Pour revenir au sujet avec le président Patrice Talon, dites-nous, Christian Da Silva, que doit faire Patrice Talon pour être plus compris par ses concitoyens, davantage compris par ses concitoyens? Alors, moi je pense que le président n'a pas accès à toutes les informations. Le président est un peu, je dirais, embrigadé par ce que je vais appeler le fonctionnement de tout homme d'État, d'accord, qui n'est plus accessible. Moi, je demanderais au président au-delà de tout ce qui est événements politiques, événements qui relèvent de ses responsabilités, de trouver des moyens pour pouvoir être en contact avec la population. Alors, je prends un exemple très simple. On voit souvent le président apparaître comme ça à des endroits. Par exemple, la dernière fois, nous avons vu le président à l'aéroport. Voilà, un jour même de week-end où il échangeait avec, je pense, l'équipe qui est en train de rénover l'aéroport. C'est bien. Parce qu'en face, il avait la population qui l'observait, qui appréciait un peu cette façon, je dirais, très simple du président de circuler, de communiquer. Mais il aurait aussi été bien que, je ne dis pas que certains ont essayé, mais
que le président peut-être soit regardant par ce mot, à cet instant-là, et que peut-être des gens qui voulaient parler au président, quelle que soit la sécurité en place, qu'ils aient pu approcher le président pour lui parler, lui dire, lui confier donc à chaud certaines choses qui, je pense, avec... Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire est oui. possible sans verser dans le populisme? Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Patrice Talon a été farouchement, depuis l'avènement de son régime, contre le populisme. Oui, et le culte de la personnalité. Oui, non, le culte de là, ce n'est pas du populisme. C'est plutôt, je dirais, une approche conviviale d'un homme d'État qui écoute aussi, qui prête attention. Je ne voudrais pas faire une comparaison, mais on a vu sur les réseaux sociaux quelquefois le président Macron aller quelque part dans une usine ou bien vouloir discuter avec des syndicats et en même temps être interpellé comme ça, même si c'est un peu de façon virulente par un citoyen qui lui dit « mais voilà, sur cette question-là, je veux vous rencontrer ici et ça ». Et puis automatiquement, à chaud, le président Macron ou n'importe quel autre aussi, voilà, et il prend la décision. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je dis que c'est bien que le président soit dans tout le protocole officiel, mais il serait bon aussi que le président fasse des sorties avec toute la sécurité qu'il faut, parce que je crois quand même qu'on est un peuple, je dirais, souverain, on est un peuple pas souverain, un peuple qui n'est pas agressif. Et je crois que si notre président se déplace quelque part parce que je ne sais pas, il va à l'église ou bien il se déplace quelque part parce que bon, il va sur un chantier pour approcher. Je crois que de la même manière, il peut y avoir aussi une stratégie ou une possibilité pour qu'il soit à l'écoute du peuple, pour qu'il puisse communiquer. Ou bien alors, on peut organiser des émissions en direct. Maintenant, c'est clair, comme on le fait sur la grenouille matinale ou autre, les citoyens seront bien avertis pour que, même si c'est en direct, qu'ils respectent l'autorité de l'État. Alors, qu'ils respectent le président dans tout ce qui sera fait comme communication. L'institution. L'institution, parce que le président est toute une institution. Alors Christian Da Silva, nous allons progresser un peu vers cette émission qui tend progressivement aussi vers sa fin. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale de grande envergure, la présidentielle de 2021. Pensez-vous que Patrice Talon doit remplir? Bon, j'ai dit à l'entame de cet entretien que je n'étais pas politique et j'intervenais en tant que citoyen lambda. Alors, pour ce qui a été fait jusque-là, en étant apolitique, raisonnablement, je pense que le président peut rempiler. Parce qu'il a su, en peu de temps, faire certaines choses. Toujours, comme je le dis, en tant qu'individu lambda, s'il devait rempiler, même avant de rempiler, je suis convaincu qu'il aura, je dirais, la lumineuse, comment dirais-je, stratégie à pouvoir également assouplir ou créer un cadre de communication plus factuel avec les attentes des Béninois, de ceux-là qui ne sont pas d'accord. Alors, en faisant quoi? C'est simple. Au niveau de l'administration publique aujourd'hui, parlons-en, il y a quelques frustrations parce que quand vous prenez un agent permanent de l'État qui travaille dans un ministère, je prends par exemple un directeur informatique qui travaille dans un ministère, le salaire qu'on le paye même après 5 ans ou 10 années d'expérience n'est pas le même avec un agent de l'État, puisqu'il est agent de l'État qui travaille dans une agence mise en place par, je dirais, le ministère ou les structures de la présidence de la République.
Et quand je dis que le salaire n'est pas le même, c'est quoi? Ce n'est pas un salaire double. Des fois, c'est des salaires qui sont assez multiplicateurs d'exposants n, comme on le dit en mathématiques. Alors, donc moi, mais est-ce que ce n'est pas fait pour plus de performance, pour des besoins d'efficacité? Absolument. Nous pouvons avoir les mêmes résultats avec certaines personnes qui sont aussi dans l'administration publique et qui ont juste besoin d'une feuille de route. Ou de motivation. De motivation. Ils atteindront les mêmes objectifs. Parce que moi, j'ai eu la chance là de travailler et dans le privé et dans le public. Et j'ai vu la différence. J'ai discuté avec certaines personnes. Et cette frustration-là fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une inadéquation totale entre ces deux types de personnes-là. Et moi, je crois que, même si ce n'est pas le président qui va le faire, ça va être soit les ministres ou soit les directeurs généraux. Parce que entretenir cette frustration ou garder cela comme cela, ça ne fera pas le développement. Et je sais que le président est un homme de principe. Je sais qu'il est prêt à travailler avec des gens qui sont déterminés. Je comprends également, je dirais, sa volonté à pouvoir faire la différence avec ces personnes-là du côté de ces agences-là. Je n'ai rien contre, mais je dis aussi que, comme le Béninois Landa, comme celui-là qui dit, oui, il n'y a pas que l'asphaltage, il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que le projet Arche et tout cela, qu'il faudrait maintenant qu'on essaie de contextualiser tout ce qui se fait pour qu'en réalité, on ait le Béninois, qu'il soit politique ou apolitique, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, donc totalement en adéquation avec les développements qui se font au niveau de l'État central et ce qui se prépare également pour que, franchement, dans notre pays, qu'on ait, je dirais, une société où tout le monde se sente à l'aise, où il y a, comme je le dis bien, la joie de vivre pour tous. Alors, Christian Da Silva, avant de vous laisser partir, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, la grande famille Da Silva, puisque je vous ai présenté ainsi à l'entendre de cette émission en tant que président de l'union de cette grande famille, comment elle se porte? Alors, la grande famille, donc l'union de la grande famille Da Silva, UJFS, dont je suis le président, elle se porte très bien. Parce que nous avons, lors que nous avons été portés à la présidence de cette grande famille-là, nous avons tout fait pour donc enregistrer l'UJFS au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, nous existons officiellement. Et officiellement également, nous essayons de pouvoir nous faire connaître dans différents événements. Il y a eu récemment, en janvier dernier, la fête du Bonfi, qui est la fête de la bonne fin de l'esclavage, qui se célèbre internationalement dans toutes les communautés afro-brésiliennes ou américaines ou portugaises qui ont comme racine commune l'esclavage et toute cette diaspora-là. Alors, nous avons eu, heureusement, je dirais, également pour la fête du Bonfi qui s'est tenue presque pendant 3 jours à Porto Novo, la visite d'une équipe brésilienne, donc de TV Globo, qui est venue pour retracer tout l'événement. À côté de cela, l'année dernière, nous avons célébré, organisé un grand concours avec certains autres de la communauté des Agouda, ces familles venues d'ailleurs. Nous avons organisé le concours des mets culinaires pour pouvoir revivre la cuisine et tout le patrimoine culturel de ces communautés-là. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui au niveau de l'UJFS, c'est de faire promouvoir certaines valeurs et certaines personnes ressources qui sont dans l'ombre et font de bonnes choses. Donc, je m'y attelle à cela actuellement. Et quand on parle d'A Silva, on parle de Ouida.
Oui, quand on parle des Da Silva, nous osons dire que tous les Da Silva sont originaires de Ouida. Et comme je le disais à l'ORTB récemment, nous, notre origine, elle est portugaise. Nous ne sommes pas des esclaves, mais notre aïeul, c'est un Portugais, José Rodrigues da Silva, qui est arrivé déjà au XVIIe siècle, donc dans les années 1670. Il est arrivé donc au niveau du port de Chakem, qui est l'actuel Godomé, et il a donc développé son commerce sur toute la côte est en allant donc de Godomé vers Ouida, vers Grand Popo, vers le Togo et après sur toute la côte ouest vers Porto Novo et Lagos qui était dans l'état central qui s'appelait autrefois Ibini. On parlait de Benin City et c'était Ibini, l'état du Nigeria. Alors, pour finir, dernier point de cet entretien, vous êtes vice-président et président par intérim de l'AIPDP, entendez Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Dites-nous, en tant que vice-président de cette structure qui traite un peu aux questions liées à l'éducation, quel regard portez-vous sur l'éducation béninoise et quels sont vos conseils en cette veille de rentrée scolaire? Alors, je vous remercie. L'AIPDP, Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, comme je l'ai dit, c'est une association internationale dont le siège est basé à Montréal. Et c'est une association qui est née au fait de la crème des crèmes de toute la diaspora africaine vivant au Canada depuis des années, des dizaines d'années, disons presque même 30-40 ans, et qui ont eu le besoin de pouvoir mettre en place un creuset pour intervenir, interagir dans leurs différents pays d'origine. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des membres fondateurs, dont je fais partie également, est naturalisé, pas moi, mais les autres sont naturalisés canadiens, vivent au Canada, vivent en Amérique du Nord, aux États-Unis et autres. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé le tout premier colloque scientifique international. C'était à Yaoundé parce que le président international, c'est un Camerounais. C'était en 2018. Et ensuite, puisque le Bénin avait vraiment bien participé, le Bénin a décroché donc l'organisation du deuxième colloque scientifique international. C'était au Bénin en juillet 2019. Et normalement, en juillet dernier, on devait être à Libreville pour le troisième colloque. Alors, AIPDP discute effectivement des questions liées à l'éducation, à l'approche par compétence. L'APC. Alors, nous déjà, lors de notre deuxième colloque qui s'est tenu à Bénin Royal Hotel en juillet 2019, on avait déjà anticipé en transmettant un rapport sur l'état des lieux de l'éducation du Bénin. Donc, quand je prends, je crois, la dernière décision du Conseil des ministres de pouvoir créer directement le pont entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, donc d'où la nécessité de ne plus forcément faire passer aux apprenants du CM2 en 6e un examen, le CEPE qui se faisait jusque-là. Nous l'avions déjà préconisé. Ça, c'était notre première suggestion. La seconde suggestion, c'est que... ne plus passer l'examen du CEP. Oui, ça ne sert à rien. Il suffit de bien élaborer les curricula enseignés, de s'assurer que l'enfant a eu une très bonne scolarité, de très bons résultats jusqu'au CM2 et que tout simplement sur un examen de composition finale puisse passer du CM2 en 6e, puisque ça réduirait les frais. Les enseignants ne seront pas d'accord avec moi, mais ça réduirait les frais d'organisation d'examen, ça raccourcirait toutes les procédures et autres, et ce serait une bonne chose. Seconde chose que nous avons proposée par rapport aux réformes dans l'éducation, au Bénin, c'est qu'on a dit qu'il est temps de mettre en place un socle commun de compétences. Parce que l'enseignant qui se retrouve à Choumi, l'enseignant qui se retrouve à Cotonou, l'enseignant qui se retrouve quelque part à Aladaou, dans les collines de Dassa et autres, n'a pas la même approche par compétence, je dirais, environnementale, puisqu'il fait partie
donc d'un écosystème qui n'a pas les mêmes normes de fonctionnement. Partant de là, on devrait pouvoir donc travailler à définir un socle commun de compétences pour que l'approche qui sera donnée en matière de compétences sur le terrain, sur ces différents milieux éducatifs, soit totalement en adéquation avec les attentes. L'autre chose que nous avons conseillé également, c'est qu'il faut qu'on aille à la professionnalisation des métiers. Il ne suffit plus d'ouvrir des filières de formation diplômantes, je dirais quoi, licence en ceci, doctorat en cela, et sans faire de la pratique. Sans faire de la pratique, parce que les résultats sont là, nos enfants, nos frères, ils viennent avec leur diplôme, mais dans la pratique, ils ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins qui se font aujourd'hui. Et l'autre chose, puisqu'on en parle aussi à IPDP, c'est de tenir compte aujourd'hui de tout ce qui est, je dirais, système d'information numérique et de la digitalisation. Beaucoup de choses aujourd'hui sont simplifiées de par donc, la numérisation, et nous devons travailler déjà à les faire, parce que quand je prends le volet de mise en ligne de certaines universités, il faudrait s'assurer que l'apprenant qui veut se connecter, qui dispose d'abord d'une très bonne connexion, qu'il dispose également d'un outil pour se connecter, et qu'il a des bases également en matière de informatique et de système d'information. Donc, voilà un certain nombre de choses que nous avons souhaité que ça fasse partie de ce que nous on a appelé le socle commun de compétences. Avant de vous poser la dernière question liée à vos espérances pour le compte de cette nouvelle rentrée académique qui s'ouvre demain lundi, 28 septembre de l'an 2020, dites-nous, Christian Da Silva, qu'avez-vous à répondre à ceux qui estiment que l'APC est venu tuer un peu le système éducatif béninois, parce que lorsque nous prenons l'ancien programme, nous avons des gens qui, avec le CEP d'alors, pouvaient faire des phrases bien construites, bien séantes, alors qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont même la licence et qui ne sont pas à même de pouvoir faire des phrases cohérentes, qui ne sont pas à même de pouvoir s'exprimer librement en français de façon correcte, qui ne sont pas en mesure de pouvoir quand même rivaliser avec une personne qui avait eu le CEP alors. Alors, l'APC, quand moi je parle de l'APC, je remonte dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que même des pays comme le Canada, les États-Unis et la France ont revu complètement leur concept de l'approche par compétence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà très tôt, à la maternelle, nous on dit à la maternelle chez nous, l'enfant est mis en condition de classe. On appelle ça un peu des classes renversées où on laisse l'enfant s'épanouir, on lui met dans sa classe de différents objets qui permettent de réveiller l'éveil de l'enfant. L'éveil qu'il y a en l'enfant est déjà perçu très tôt, aux toutes premières années de l'enfant. On peut déjà savoir, cet enfant-là, tiens, il a des aptitudes à construire, à matérialiser quelque chose. Non, il a des aptitudes à observer quelque chose, ainsi de suite. Donc déjà très tôt, on oriente les enfants. Parce que un enfant qui est destiné à, par exemple, être un bon plasticien ou être un bon artiste, vous n'y gagnerez rien à le mettre dans une filière où il doit être enseignant ou délivrer des contenus. Donc ça ne donnera rien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelques glissements également dans les différents curricula qui ont été enseignés dans notre pays. Parce qu'il fut un temps, les formateurs même qui étaient des enseignants n'avaient pas tous les contenus pour pouvoir dispenser ce qu'il fallait à ces apprenants-là. Donc, il y a eu des légèretés qui ont tout simplement donné ces résultats-là aujourd'hui. On était sur le système. Oui.
Donc, parce qu'autrefois, il y avait le patriotisme qui était enseigné, il y avait des valeurs qui étaient enseignées. Il y avait même le civisme. Il y avait le civisme. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nos jeunes apprenants n'ont plus ces notions-là? Ils n'ont plus ces notions-là parce que d'abord, dans la cellule familiale, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de, comment je dirais, je vais peut-être choquer, il n'y a pas de bonnes manières qui soient enseignées. L'enfant se lève, il n'y a pas, l'autorité du père n'existe pas, l'autorité de la mère n'existe pas parce que, bon, j'en sais rien, ils sont des victimes d'un système qui a eu beaucoup de glissements. Et voilà, il y a des enfants qui n'ont reçu que d'éducation dans la rue ou à l'école avec des professeurs qui n'avaient rien de pédagogique. Donc c'est clair, nous quand on a fait notre colloque ici, après on a échangé à micro, je dirais off, avec des inspecteurs généraux de l'enseignement, avec des enseignants. On leur a parlé de ce qui se faisait dans des pays comme le Canada et autres. On leur a montré que, je vous donne un seul exemple, que par exemple, il ne suffit pas quand on veut faire un contrôle ici, ou ce qu'on appelait interrogation écrite et autres, de venir en classe et puis de dire, allez, interrogation écrite, vous prenez une feuille. Non, ça ne se fait plus là maintenant. On informe à l'avance l'apprenant qu'il y aura un contrôle qui va porter sur ça et il se prépare et il le fait. Donc, il le fait agréablement, est-ce que le fait de le faire pesanteur. Est-ce que le fait de le faire par le passé de façon improvisée n'était pas la bonne manière de pouvoir permettre à l'apprenant de réviser ses cours au jour le jour et d'être prêt à toute épreuve, à tout instant, au lieu que de le laisser, ne pas prendre le cahier peut-être et lui dire, bon, il y aura interrogation tel jour, voilà, l'interrogation ou l'évaluation en question portera sur tel ou tel autre. Allez-y très rapidement, nous ne peut pas le temps. Très bien. Alors, il y a deux réponses, oui et non. Alors oui, parce que nous sommes des sujets qui ont été donc moulés dans ce système-là et ça n'a pas d'éteint. Dites questions, les 4 opérations. Oui, ça n'a pas d'éteint sur notre profil, sur nos compétences actuelles. Mais il faut comprendre qu'en toute chose, le monde n'est pas figé, tout évolue. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus faire ce type de pédagogie, on ne peut plus pratiquer ce type de pédagogie d'enseignement. C'est dépassé, ça choque l'apprenant, ça ne le met pas dans les conditions, alors qu'on doit développer plutôt le bien-être psychologique dans la classe, dans le travail et dans la société, tout simplement. Alors, un mot à l'endroit de la communauté des enfants, des parents d'élèves, à cette veille de rentrée scolaire. Alors, moi, je demanderais d'abord aux parents d'élèves d'être vraiment dans le coup avec leur enfant. Et ça, tous les jours. Il ne suffit pas de faire la grande rentrée, le grand show, et puis après de se détacher complètement. Il ne suffit pas de payer juste les fournitures et s'arrêter à cela. S'arrêter à cela, non. Il faut être régulièrement avec l'enfant, communiquer avec lui et aussi avec les enseignants. Donc, le parent aujourd'hui, le parent que j'appelle le parent idéal, sera celui qui communique avec son enfant et de temps en temps communique aussi avec ses enseignants et essaie de comprendre l'enfant. Parce que le premier milieu de vie, que ce soit éducationnel, social ou d'apprentissage, c'est la famille, c'est la maison. Donc, les parents gagneraient vraiment à revoir leur façon. Donc, et aux enseignants, aux enseignants, je vais leur demander d'être très attentifs, très attentionnés et de communiquer plus. De ne pas être des enseignants comme nous on en a eu qui semaient la terreur parce que voilà, il vient, il veut dispenser un cours comme l'anglais ou la philosophie ou j'en sais rien, ou les mathématiques même, et puis voilà, il en fait un tabou. Non, aujourd'hui, l'enseignement ou l'éducation n'est plus un tabou. L'enfant doit pouvoir avoir accès à ces différentes clés, à ces différents contenus, à ces différents curricula et comprendre très simplement ce qu'il veut recevoir de l'enseignant. C'est tout simplement cela.
Merci à vous, Christian Da Silva. Chers amis internautes, on retiendra de cette émission que notre invité à l'entame de cette émission a rappelé que Bénin Télécom a essuyé un certain nombre de déficits. Donc, il était important de repartir sur de nouvelles bases, d'où la liquidation de la dite société étatique. Il a rappelé que depuis avril 2016, des réformes structurelles, institutionnelles et sur le plan des infrastructures ont été opérées pour améliorer un peu les conditions de vie et de travail des Béninois en général. Il a rappelé que l'autorité de l'État a été restaurée depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon et qu'il est difficile aujourd'hui de parler de corruption, de mauvaise gouvernance et d'autoritarisme au Bénin. Il y a une discipline professionnelle, a-t-il fait observer. Pour lui, le Bénin est plus apprécié à l'échelle internationale que par le passé. Il a essayé de faire une petite comparaison entre les présidents Talon et Rawlings. Il a présenté les atouts du projet asphaltage et sa contribution au développement économique de la nation béninoise. Il a parlé également de la notion de développement transversal. Pour lui, Talon doit trouver les moyens pour être davantage au contact de ses concitoyens et il a évoqué quelques moyens. Étant apolitique et raisonnablement, il pense que le président Patrice Talon doit remplir pour un second mandat eu égard tout ce qui se fait depuis avril 2016 pour poursuivre l'œuvre salvatrice entamée. Il a présenté dans la seconde partie de cette émission la famille Da Silva à travers l'union de la grande famille Da Silva au Bénin et ailleurs. Il a présenté les différentes activités qui s'y mènent. Il a parlé également de l'AIPDP, l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel dont le siège est à Montréal. Il a parlé du système éducatif béninois. Il a estimé qu'au niveau de l'AIPDP, qu'il n'est plus nécessaire de passer l'examen national du CEP. Et il a évoqué les raisons. Il a parlé de la recommandation de la mise en place d'un socle commun de compétences. Il a parlé qu'il faut et qu'il est important de passer à une professionnalisation des métiers. Et pour finir, il a prodigué quelques conseils aux parents d'élèves, aux apprenants et enseignants à la veille de cette rentrée académique. Merci à vous, Christian Da Silva. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos sur ce plateau. Oui, si, totalement. Et moi, je dis que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, à l'endroit du président Talon, je dis, je voudrais voir le président Talon après toute sa carrière politique comme le président Rawlings, circuler librement partout, dans les rues, seul, sans escorte, sans rien du tout. Il le fait quelquefois, mais je veux le voir comme cela. Je veux le voir comme un Mandela du Bénin, parce que voilà, les gens auraient compris et lui aussi, il aurait corrigé un peu tout cela parce que voilà, ce serait notre talon à nous et notre président. Notre talon national. Merci Exactement. À vous, Christian Da Silva. Je rappelle que vous êtes ancien directeur général adjoint de Bénin Télécom. Vous êtes senior consultant télécom et en digitalisation, président de l'Union de la grande famille Da Silva du Bénin et d'ailleurs, vice-président et président par intérim de l'AIPDP, entendez Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel dont le siège est à Montréal. Merci pour avoir accepté notre invitation pour l'inviter. Merci à vous, chers amis internautes. Bonne rentrée à toutes et à tous. À demain pour Free Matin. Portez-vous bien et excellente suite de programme sur ESAI TV. Bonne journée dominicale.